Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce troisième webinaire de la librairie des écoles consacré à la méthode de Singapour. Je suis ravi de vous rencontrer. Vous êtes encore plus nombreux que la dernière fois. Euh, le sujet d'aujourd'hui, ça va être la résolution de problèmes, un des aspects les plus ignorés, parfois mal compris de la méthode de Singapour. Euh, Comme d'habitude, je vais parler pendant 45 minutes et vous pouvez poser des questions dès maintenant que mon équipe réunira et me communiquera à 15h15 pour une session de questions-réponses à la fin. Sans plus tarder, je partage mon écran. Alors, la résolution de problèmes. Déjà, un petit rappel bref de ce que nous nous sommes dit la dernière fois sur la méthode de Singapour. J'avais rappelé les principes du concret imagé abstrait de Jérôme Brunner. J'avais rappelé également les représentations multiples de Zoltan Dins et puis les principes de la pédagogie explicite, dire, montrer, guider, mettre un haut-parleur sur sa pensée, etc. Pourquoi est-ce que je rappelle ces principes? C'est qu'ils sont que la méthode de résolution de problèmes de la méthode de Singapour est une application directe de ces principes. En effet, voici le cadre pédagogique de la méthode de Singapour tel qu'il existe depuis 1982, c'est-à-dire qu'il a été mis en œuvre par le ministère de l'Éducation de Singapour. Il n'a jamais changé. Et vous voyez que dans ce cadre programmatique, la résolution de problèmes est au cœur de l'enseignement mathématique. Alors évidemment, pour pouvoir résoudre des problèmes, il faut réunir un certain nombre de compétences, de savoir-faire, de connaissances, parmi lesquelles évidemment les notions mathématiques. Qu'est-ce qu'une multiplication? Qu'est-ce qu'une addition? Qu'est-ce que c'est une soustraction? Les procédures, quelles sont les étapes pour faire une multiplication, pour faire une addition, pour résoudre un problème? Les compétences, qu'est-ce que je dois savoir faire? Est-ce que je dois connaître une étape de multiplication? Est-ce que je dois savoir additionner et soustraire, passer à 10, etc. Avoir une attitude positive, euh, un problème, par définition, c'est quelque chose qui est difficile, hein, sinon on n'appellerait pas ça un problème. Eh ben, devant un problème dont la réponse, par définition, n'est pas évidente, est-ce que je vais avoir suffisamment confiance en moi? Est-ce que je vais persévérer? Est-ce que je vais oser faire des erreurs? Et puis, bien sûr, la métacognition, être à l'écoute de sa propre pensée, c'est-à-dire comprendre qu'il y a des stratégies plus efficaces que d'autres pour résoudre des problèmes. Pourquoi est-ce qu'on enseigne la résolution de problèmes? Pourquoi est-ce que à Singapour, comme en France et comme dans énormément de pays à travers le monde, la résolution de problèmes a été identifiée comme le cœur de l'enseignement des mathématiques? Tout simplement parce que pour enfin, la raison d'être des mathématiques, en réalité, c'est de résoudre des problèmes. On utilise les mathématiques, qui sont un outil extrêmement efficace euh, de simplification du réel, d'abstraction du réel, de mise en forme du réel sous forme de symboles, de figures, etc., pour pouvoir résoudre des problèmes compliqués, calculer la trajectoire d'une planète euh, et toutes sortes de, euh, choses compliquées à résoudre sans les mathématiques. La bonne nouvelle, c'est que quand on enseigne les mathématiques pour résoudre des problèmes, donc on veut que les élèves soient bons en mathématiques, et en fait, quand on va leur enseigner à résoudre des problèmes, ils vont progresser en mathématiques. En résolvant des problèmes, non seulement ils vont s'entraîner à faire des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions, ils vont s'entraîner à visualiser des situations, à les schématiser, ils vont s'entraîner à raisonner, à démontrer leur raisonnement, etc. Mais donc, la conséquence de ces deux premiers aspects, c'est qu'il faut enseigner la résolution de problèmes elle-même. C'est que la résolution de problèmes est un objet d'apprentissage. Et c'est tout le sens du webinaire que je fais aujourd'hui, car la méthode de Singapour a mis en place un outil d'apprentissage de la résolution de problèmes extrêmement efficace, mais il faut avoir conscience que c'est un objet d'apprentissage parce qu'il est nouveau pour la plupart d'entre vous, j'imagine, il est nouveau dans votre façon d'enseigner les mathématiques. Alors, la méthode, ce fameux outil, c'est le modèle en barre. On va évidemment en détailler l'usage,
Mais on peut d'abord se poser la question, pourquoi avec des barres? En fait, premièrement, vous voyez ici qu'on a des objets concrets. Alors, en l'occurrence, j'ai pris 5 poules et un poussin. D'ailleurs, ils ne sont pas si concrets que ça, hein, puisque ce sont des images. On va demander aux élèves en grande section de maternelle, en CP, de modéliser ces éléments concrets, en l'occurrence les 5 poules et le poussin, avec une barre de cubes. Vous voyez que cette barre de cubes, elle est en 3D. Et puis, quand on va arriver sur le fichier, sur le manuel du CP, par exemple, ou même de la grande section de maternelle, on va pouvoir en faire la même représentation en 2D sur la 3e ligne. Et vous voyez, ici, on a des représentations discrètes, c'est-à-dire qu'on peut compter chaque élément. Il y a un carré pour le poussin et 5 carrés pour les poules. Mais évidemment, ce n'est pas commode quand on va avoir ensuite des plus grands nombres, quand on va avoir 327 poules et 15 poussins, par exemple. Donc, dans ces cas-là, on va, à partir du CM1, avoir une barre qui va représenter une quantité et qui va faire écho pour les élèves qui auront utilisé les cubes de grande section et au CP, qui vont faire écho à cette représentation en barre, de manière ensuite à visualiser les nombres. Évidemment, cette représentation horizontale de la barre, elle aurait pu être verticale, ça aurait pu être un cercle. Alors pourquoi celle-ci? Parce que vous allez voir qu'elle est très, très efficace pour toutes les notions qui sont au primaire et aussi pour préparer l'axe des X en 6e et pour faire écho à la ligne numérique, très, très utile également. Donc, c'est un lien entre le monde concret et l'abstraction, en fait, cette barre. Pourquoi? Parce qu'on va dire, je représente cette fois-ci une seule barre qui va représenter n'importe quelle quantité. Donc c'est plus concret, si vous voulez, que des chiffres ou des symboles, mais cette barre-là va représenter, alternativement, des souris, l'âge d'un enfant, le prix d'un vélo, toutes sortes de réalités qui vont être représentées sous une seule barre. Mais comme cet outil est un peu plus concret que les chiffres et les symboles, ça va permettre aux élèves de passer de l'abstraction de l'énoncé, puisqu'il va devoir lire et déchiffrer un langage déjà symbolique qui est l'écriture, avant de la transférer dans une autre abstraction qui est l'abstraction des chiffres et des symboles. Donc cette étape va lui faciliter la vie. Ça va aussi être un outil pour organiser le raisonnement. Vous allez voir que de cette manière-là, il y a une certaine procédure à suivre qui va lui permettre de sélectionner quelle opération est attendue pour résoudre le problème ou quelles étapes sont attendues. C'est un soutien à la verbalisation également parce que comme il a un support, on va dire, physique qu'il peut montrer du doigt, il va pouvoir expliquer à ses camarades, il va pouvoir vous expliquer et vous allez pouvoir comprendre son raisonnement parce qu'il va pouvoir vous dire: «Voici la quantité», il va pouvoir, vraiment avoir cet outil imagé pour soutenir son raisonnement. Un choix didactique puissant, pourquoi? Je l'ai déjà suggéré à l'instant, c'est parce que vous allez voir qu'avec ce seul schéma, on peut faire 90 des problèmes, de l'école primaire avec non seulement, les additions, les soustractions, les multiplications et les divisions, mais aussi les fractions, mais aussi les proportionnalités et cetera et cetera. Et puis, c'est un pont vers l'algèbre puisqu'effectivement, cette horizontalité de la barre va faire un pendant à l'axe des X. Et à la fin de ce webinaire, si nous avons le temps, je vous proposerai un problème, qui peut se résoudre, alors facilement, ça serait un petit peu exagéré, mais qui peut se résoudre, heu, commodément et de façon amusante avec le modèle en barre, mais qui, sinon demanderait de poser un X et un Y et qui ne serait finalement accessible qu'à des élèves de, allez, 4e, 3e, alors que là, il est proposé au CM2. Je vous ai dit tout à l'heure que les 4 modèles en barre, hem, permettaient d'accéder à l'abstraction. En quoi est-ce qu'ils permettent d'accéder à l'abstraction? Parce que les élèves vont se rendre compte qu'une infinité de situations de problèmes peuvent être représentées par seulement 4 modèles. Vous avez le premier modèle, je l'ai fait dans l'ordre de la progression, du CE1 à la 6e.
Vous avez le premier modèle, c'est le modèle partie tout. Vous avez une barre qui représente le tout, et si on sépare cette barre en 2 parties, ou en 3 parties, ou en 4 parties, on va avoir un certain nombre de parties qui vont former le tout. Et typiquement, on va faire une addition pour trouver le tout et une soustraction pour trouver la partie. Deuxième modèle, la comparaison. Ici, nous avons 2 barres. Ça permet d'acquérir une connaissance supplémentaire qui est la différence qu'il y a entre le nombre de garçons et le nombre de filles. Et on peut calculer cette différence. On peut évidemment aussi, si on connaît la différence, calculer le nombre de filles, etc. Et on peut aussi, grâce à ce deuxième modèle qui est abordé au CE1 puis surtout au CE2, aborder une troisième question qui est le tout. On a également 2 parties qui forment un tout, mais on a une information supplémentaire qui est la différence. À partir du CE2, on va avoir les parts égales d'un tout. Et alors, vous voyez que c'est là où ça commence à devenir profond et intéressant. C'est que les parts égales d'un tout, ça va être effectivement des multiplications. On va diviser la barre en parts égales pour modéliser une situation multiplicative, soit pour trouver une part, soit pour trouver le tout. Hein. Pour trouver une part, on divise, et pour trouver le tout, on multiplie. Mais vous voyez bien ici qu'on commence déjà à s'approcher des fractions, puisque ici, on a bien 3 sur 15 qui est égal à 1 cinquième. Non seulement on a les fractions qui sont approchées de cette manière-là, mais au CM1, pardon, quand on verra les fractions d'un ensemble, 2 cinquièmes de 15, par exemple, on va pouvoir le visualiser sur ce schéma. Et enfin, parts égales d'un tout et comparaison, ici, on va avoir des problèmes sophistiqués. Je vais vous en montrer 1 ou 2 exemples à la fin de ce webinaire, qui demandent vraiment des raisonnements passionnants et qui vont faire que les élèves vont considérer que les problèmes sont des énigmes passionnantes à résoudre. Et c'est vraiment le but que vous poursuivez, c'est que les élèves aiment résoudre des problèmes. Hein. C'est vraiment l'idée ici, c'est de prendre les enfants par la main, comme vous allez le voir, progressivement le long des années, pour que au CM1 et au CM2, ça soit une séance joyeuse et intéressante d'aller résoudre un problème. La démarche, elle est pas très originale, hein, la démarche de résolution de problèmes, en soi, elle est inspirée de Georges Polya, bien sûr. Georges Polya, c'est les 4 étapes, hein, lire l'énoncé et le comprendre, planifier et ensuite calculer et ensuite vérifier. Mais ici, on va insérer une étape. Comme vous en avez l'habitude en France, comme c'est la tradition, on lit l'énoncé et on le comprend. Et puis, deuxième étape, on écrit la phrase réponse. On n'oublie pas l'unité, on laisse un blanc, mais ça permet à l'élève de se concentrer sur ce qu'il attend comme résultat. On va insérer une étape qui va être de dessiner la barre ou les barres selon le type de problème. Et à partir de ce moment-là, on va relire l'énoncé en détail et on va légender le schéma. On va ajouter sur le schéma les informations qui sont dans l'énoncé et on va mettre un point d'interrogation à l'endroit qui correspond à la quantité cherchée. Et puis, on retourne sur la procédure habituelle. Évidemment, on fait les calculs qui a été, clarifié, explicité par le schéma, et puis on vérifie. Alors, à partir de maintenant, je vais dérouler les 4 types de modèles au fur et à mesure des années, pour vous montrer qu'il y a une progression. C'est toujours la même chose que je dis sur la méthode de Singapour. Pour bien en comprendre l'efficacité, pour bien en éprouver l'intérêt, l'intelligence, il est essentiel de comprendre la progression sur le temps long, de la maternelle à la 6e. Les concepteurs de la méthode de Singapour ont réfléchi à aller du simple vers le complexe, pas à pas, pour arriver à un but extrêmement ambitieux. Ici, on a le premier modèle qui est le modèle partie tout, donc. Et ce modèle partie tout, je l'ai dit tout à l'heure, on peut chercher le tout, P1 plus P2 égale tout. On peut chercher la première partie, tout moins P2 égale P1. Et on peut chercher la deuxième partie, tout moins P1 égale P2. Tout ça est très abstrait, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès la maternelle, on va proposer aux enfants, quand ils ont des objets concrets, ici des oranges, de les ranger en ligne pour faciliter le comptage, tout simplement.
Ici, on va dire, bah, j'avais 4 oranges, on m'en a donné 3 de plus, combien j'en ai en tout? Et donc effectivement, le fait de les ordonner va permettre de faciliter le comptage. Ensuite, on va également, toujours en maternelle, utiliser, l'autre sens de l'addition qui est, l'addition, ça sert à ajouter quelque chose à une quantité initiale, mais ça sert aussi à trouver le tout quand on a les 2 parties. Ici, j'ai 4 jetons rouges et 3 jetons bleus, je les mets dans des cases. Ici, vous voyez bien qu'on est dans le modèle discret et qu'on peut compter chaque élément séparément. Mais dès la grande section, au CP aussi, on va pouvoir, grâce à ce modèle discret, faire prendre conscience aux enfants d'un certain nombre de relations entre les nombres. C'est ça tout l'intérêt. Ici, si j'ajoute 2, je n'ai plus que 4 bleus. Si j'ajoute 3 jaunes, je n'ai plus que 3 bleus. Donc ici, je vois bien toutes les façons de faire 6 euh, qui vont permettre et qui sont facilement visualisables par les enfants. Donc au CP, on va rester sur un modèle discret et on va apprendre aux enfants, alors c'est même avant la résolution de problèmes en réalité, on va apprendre aux enfants à raconter des histoires de nombres, hein, c'est le deuxième chapitre du CP, raconter des histoires de nombres à partir de dessins qu'ils peuvent voir ou de situations qu'ils peuvent voir, et toujours en les encourageant à modéliser la situation. Ici, vous voyez que les sauts sont bel et bien dessinés, mais ils ont été ordonnés. On voit qu'on a deux parties qui forment un tout. On peut aussi encourager les élèves à modéliser une situation mathématique avec des cubes, toujours dans cette idée de préparer les enfants à cette représentation visuelle. Et c'est au CE1 qu'on va faire cette transition explicitement du modèle discret au modèle continu. On voit bien ici qu'on a les timbres. Alors, en l'occurrence, on a choisi des timbres français, des timbres italiens. Et ensuite, on va modéliser ces timbres français, ces timbres italiens avec des cubes. Ces cubes, on va en faire des carrés. Et les carrés, on va s'en abstraire, enfin s'en débarrasser. Et on va simplement écrire 10 et 20 dans la barre. Et ça, c'est le moment où les enfants, c'est dans le premier semestre du CE1, accèdent à la modélisation en barre. On va prendre un exemple de pratique guidée. Je ne vais pas le faire pour tous les problèmes, je vous rassure tout de suite, mais j'ai trouvé intéressant de choisir 2-3 problèmes où je vous montre comment on peut, animer une séance de classe, selon les procédures du modèle en bas. Ici, on a un énoncé: 438 spectateurs ont assisté à un concert. Il y avait 213 enfants et les autres spectateurs étaient des adultes. Combien d'adultes y avait-il à ce concert? Ici, on va faire une phrase réponse. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons le nombre d'adultes qu'il y avait à ce concert. Donc, il y avait, on ne sait pas combien, adultes à ce concert. Ici, on va demander aux élèves qu'est-ce qu'on est en train de compter dans ce. De quoi est-ce qu'on parle dans ce problème? On relit l'énoncé. Ah ben, on parle de spectateurs. Donc, on va dessiner une barre, et cette barre, on va la légender. On va écrire spectateur. Bon, très bien. Ça, c'est la quantité de départ. C'est ce que nous comptons. Alors, que nous dit l'énoncé? Il nous dit qu'il y a 438 spectateurs. Donc, je vais légender mon schéma. 438 spectateurs. C'est bien le total. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur l'énoncé? Il y a des enfants et puis il y a des adultes. Donc, on va séparer la barre en deux et on va d'un côté mettre les enfants et d'un autre côté mettre les adultes. Qu'est-ce qu'on sait d'autre dans l'énoncé? Il n'y a pas autre chose qu'on connaît? Mais oui, on connaît le nombre d'enfants. Donc ici, on va mettre les 213 enfants. Et quelle question on me pose? On me pose la question du nombre d'adultes. Alors ici, on va mettre un point d'interrogation. Et ici, vous voyez bien qu'on va visualiser le fait que, il y a évidemment moins d'adultes que le nombre total de spectateurs, et donc il faut faire une soustraction. On fait la soustraction, en l'occurrence posée, et on va compléter la phrase réponse. Voici un exemple de modélisation du CE1. Je précise, j'aurai l'occasion de le redire, qu'au CE1, il vaut mieux attendre la fin de l'année, la toute fin de l'année, voire peut-être même le CE2, pour demander aux enfants de dessiner le schéma. C'est-à-dire qu'en fait, les schémas, la plupart du temps, vous les dessinerez devant les élèves, et puis ils seront sur le fichier. C'est un long apprentissage, j'y reviendrai.
Maintenant, on va avoir des problèmes à 2 étapes, hein, au CE2. Ici, on a 5 706 personnes qui ont assisté à un problème à une course automobile. 3 860 d'entre elles étaient des adultes. Très bien. Puis, il y avait 597 filles dans la foule. Et combien de garçons y avait-il? Alors, effectivement, d'abord, comme le dit la petite fille, il faut d'abord chercher le nombre d'enfants. Donc, vous voyez qu'on a un problème à 2 étapes. On va d'abord chercher le nombre, d'enfants en faisant une soustraction et à partir du moment où on a le nombre d'enfants, on va pouvoir refaire une soustraction pour avoir le nombre de garçons. J'arrive au deuxième modèle, le modèle de comparaison. Ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir chercher la différence, A moins B, qui est rendue ici concrète et on peut voir ce qui manque. On peut chercher l'élément B, on peut chercher l'élément A, en faisant également une addition, hein. B plus différence égale A, et ça c'est très important, que les enfants comprennent que l'addition et la soustraction sont la même opération. Et puis, on peut chercher le tout, A plus B. Ce qui permet de résoudre des problèmes déjà d'un niveau de complexité plus important. Pareil, je vais reprendre à partir de la grande section de maternelle et du CP. On a le modèle discret où on va demander aux enfants de ranger. On va leur demander combien est-ce qu'il y a de jetons bleus de moins que de jetons rouges. Eh bien, rangeons-les, mettons-les l'un à côté de l'autre avec des cubes par exemple. Et ici, on voit bien ce qui manque. On peut compter, on peut voir le jeton manquant. Et les élèves vont s'habituer à cette façon de comparer des quantités. Par exemple, ici, si on est au CP, on a un problème où on a un escalier avec des cubes rouges et des cubes bleus. Bon, c'est pas facile parce qu'il faudrait d'abord compter les cubes bleus et ensuite compter les cubes rouges et ensuite faire la soustraction. Là, ce qu'on va proposer aux élèves, c'est tout simplement de déconstruire l'escalier, de faire 2 trains de cubes, de les mettre l'un en dessous de l'autre, et ici, il va pouvoir compter et voir la différence entre les 2 quantités. 9 moins 6 égale 3. On est toujours dans un modèle discret. Puis au CE1, on va passer sur le modèle continu. Alors, on a des problèmes qui commencent à devenir intéressants. Il y a 355 feutres jaunes et 190 feutres verts dans un carton. Combien de feutres jaunes y a-t-il de plus que de feutres verts? Vous voyez ici que la question se pose, est-ce qu'il faut additionner ou soustraire? Vous voyez que là, on a typiquement un énoncé qui pose problème aux enfants au CE1, c'est combien de feutres jaunes y a-t-il de plus que de feutres verts? Alors, ils entendent le mot plus, alors tout de suite, ils disent maintenant ça va être de l'addition. Et vous voyez que le modèle en barre va leur permettre de ne pas se tromper et de visualiser la différence entre les deux quantités. Et il y a bien, ça c'est visible sur le schéma, on peut vraiment le voir, le montrer du doigt, qu'il y a plus de feutres jaunes que de feutres verts. On va prendre un autre exemple de pratique guidée, ici sur un problème de comparaison. Emmanuel a 45 € et Tom a 28 €. Combien d'argent Emmanuel a-t-il de plus que Tom? Alors pareil, ici, on va demander aux enfants de rédiger une phrase réponse. Eh bien, Emmanuel a, on ne sait pas combien, euros de plus que Tom. Ne pas oublier évidemment de mettre l'unité. Souvent, les élèves oublient la nature de ce qu'ils comptent. Et donc, pareil, on va dire, bah, qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche, on cherche une somme d'argent. Mais on a 2 quantités, en fait. Donc, on va prendre 2 barres, argent d'Emmanuel, argent de Tom. Au début, on va les faire de la même longueur. Alors les élèves, quand vous ferez ces problèmes avec eux au CE1, enfin à la fin du CE1, au CE2, encouragez-les à utiliser un crayon à papier, par exemple, avec toujours une gomme avec eux, de bien faire commencer la barre à gauche bien alignée, parce que sinon les barres c'est beaucoup plus difficile de les comparer. Il y a certains réflexes comme ça à apprendre. Puis on va dire, bon, pour l'instant on ne sait pas trop, on réfléchit pas trop, on va mettre argent d'Emmanuel, argent de Tom. Puis maintenant on va relire l'énoncé et on va dire ce que l'énoncé nous donne comme information. Est-ce qu'on connaît l'argent d'Emmanuel? Oui, on connaît l'argent d'Emmanuel, c'est 45 €. Donc ça, c'est simple. Et puis Tom a 28 €. Alors Tom a 28 €, 28 €, c'est moins que 45 €. Donc on va gommer la partie en trop de l'argent de Tom. Alors là, comme je n'avais pas de gomme, j'ai mis une croix, mais ici, on va proposer aux élèves de gommer cette partie pour ajuster la taille de la barre
qui représente l'argent de Tom. Et on relit l'énoncé, oui, on se connaît l'argent de Tom, 28 €. Et maintenant, quelle est la question qu'on nous pose? Eh bien, combien d'argent Emmanuel a-t-il de plus que Tom? Où est-ce qu'on le voit sur le schéma? Et là, vous pouvez demander à des élèves de venir au tableau, vous pouvez demander aux élèves de travailler entre eux, etc., de montrer, de pointer du doigt l'endroit que l'on cherche pour mettre le point d'interrogation. Et on peut même ici écrire argent plus pour expliciter toujours. Il ne nous reste plus qu'à faire la soustraction, puisqu'on a bien compris qu'il fallait calculer une différence et à ajouter ici le résultat dans la phrase réponse. Et vous voyez qu'ici, on pourrait se poser une autre question, une question supplémentaire. Combien d'argent Emmanuel et Tom ont-ils à eux deux? Et ici, on pourrait ajouter une accolade verticale avec un nouveau point d'interrogation pour montrer que 45 plus 28 donne la somme totale. C'est intéressant ces schémas parce que les élèves vont s'habituer à travailler, à réfléchir, à se poser des questions. Ils vont se rendre compte que, bien sûr, il y a toujours plusieurs façons de faire des schémas pour un même énoncé. Par exemple, il y a des élèves qui vont mettre la barre de l'argent de Tom en haut, d'autres l'argent d'Emmanuel en bas. Il y a ceux qui vont faire d'abord 2 barres qui vont se séparer en deux, etc. Il y a plusieurs façons, mais quand même, très rapidement, ils vont prendre conscience du fait que ce sont toujours les mêmes schémas qui reviennent. Et ça, c'est très rassurant pour eux. Et vous pouvez ritualiser avec eux en leur disant, tiens, en observant bien le schéma, est-ce qu'on pourrait se poser d'autres questions? Voilà. Je prends un autre exemple de problème du CE2 en 2 étapes. Ici, on est vraiment sur un problème de comparaison. Le plus petit de deux nombres est 1210. Le plus grand nombre est supérieur au plus petit nombre de 420. Et vous voyez bien qu'ici, on a les 2 points d'interrogation qui correspondent aux 2 questions qu'on peut se poser. Le plus grand nombre, on le trouve en faisant l'addition de 1210 plus 420 et ensuite la somme des 2 nombres, c'est bien le 1210 plus la somme de 1210 et j'ai pas noté le résultat, mais on se comprend, 630. Ensuite, on arrive, CE2, aux parts égales d'un tout. Ici, on peut chercher le tout avec une multiplication. On peut chercher la valeur d'une part. La valeur d'une part, c'est le tout divisé par le nombre de parts. Et on peut chercher le nombre de parts, ce qu'on appelle la division quotition. Le nombre de parts, c'est égal au tout divisé par la valeur d'une part. Ça, c'est important, c'est une des grandes qualités de Singapour, c'est dès le début, dès les premières apparitions de la division au CP, on fait comprendre que la division peut permettre de calculer la valeur d'une part, donc c'est la partition, mais aussi de calculer le nombre de parts. Et c'est important que les élèves, d'emblée, aient conscience de la richesse de chaque opération. Alors ici, au CE2, on a des parts égales d'un tout. Les membres d'une colonie de vacances ont été répartis en plusieurs groupes de 6 enfants. Il y a 7 groupes en tout. Combien d'enfants y a-t-il dans cette colonie de vacances? Donc, vous voyez ici qu'on comprend aisément qu'il faut faire une multiplication. On a également les parts égales d'un tout. Ici, il s'agit d'une division. Ali a 15 fleurs et veut faire 3 bouquets. Combien y aura-t-il de fleurs dans chaque bouquet? Et on voit bien que c'est une division partition ici, puisqu'on cherche la valeur de la part. Il y a 3 parts, 15 divisé par 3. Et on peut ajouter une question en plus. S'il y a 6 fleurs en plus, combien de fleurs y aura-t-il dans chaque bouquet? Vous voyez, c'est toujours important, une fois que le schéma est fait, de pouvoir l'enrichir. On peut également calculer les parts égales d'un tout, utiliser ce schéma de parts égales d'un tout pour faire les divisions quotition. Ali a 15 fleurs, il veut faire des bouquets de 5 fleurs. Combien peut-il faire de bouquets? Avant de passer au dernier modèle, je précise quelque chose qui est vraiment essentiel à comprendre. C'est que vous voyez bien qu'au CE1, dans tous les problèmes que j'ai présentés jusqu'à présent, au CE1 et puis même au CE2 un petit peu, on n'a pas besoin des schémas pour résoudre les problèmes. On pourrait passer beaucoup moins de temps. On n'a pas besoin de faire 2 barres pour savoir combien Léa a de bonbons de plus que Léo. C'est quelque chose qui peut être calculé mentalement,
quelque chose qui peut être déduit de la représentation que se font les élèves dans leur tête de la situation mathématique. Mais donc, pourquoi s'ennuyer avec ça, en fait, vous pouvez me demander. Si vous êtes en professeur de CE1 ou de CE2, il faut que vous ayez conscience que c'est pour préparer l'avenir. C'est un temps passé en plus, c'est un objet d'apprentissage, c'est ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire, c'est vraiment heu, on veut enseigner la résolution de problèmes. Donc on ajoute ça veut dire que pour les enfants, il va falloir, apprendre à dessiner des barres, il va falloir au CE1, c'est pas simple, il va falloir, faire un trait bien droit, il va falloir que les 2 barres soient bien alignées à gauche. On va le colorier, on va écrire à l'intérieur, mais on va écrire en essayant que ça soit pas trop enfin que ça soit joli. Faire des accolades, c'est compliqué, donc on va trouver des façons, simples et agréables de faire des accolades, pour pas mettre les élèves en difficulté. Mais donc tout ça, c'est un objet d'apprentissage. C'est pour ça que je vous dis qu'au CE1, c'est bien de ne pas se précipiter en demandant aux élèves de dessiner les schémas, il faut les aider. Voilà, il y a plein d'outils qui peuvent vous servir, y compris les barrettes Cuisenaire ou les cubes multidirectionnels. Néanmoins, vous êtes en train de préparer sur le temps long et dans la continuité de ce qui a été fait déjà en maternelle et au CP, vous êtes en train de préparer pour les élèves une capacité de visualisation, une capacité de oui, de visualisation, d'une forme d'abstraction qui va leur permettre ensuite qui va s'ancrer dans leur mémoire, qui va s'ancrer dans leur esprit et qui vont leur permettre ensuite de résoudre des problèmes beaucoup plus complexes. Non seulement à la fin de l'école primaire, mais en plus, au collège et au lycée. Je prends une anecdote personnelle qui me vient à l'esprit. Moi, j'étais très bon, à l'école primaire parce que, je savais bien répondre aux procédures et j'avais une capacité d'abstraction du moins suffisante et donc j'avais des très bonnes notes, jusqu'au CM2. Puis, en fait, au fur et à mesure que les années ont passé au collège et puis au lycée, je suis devenu de moins en moins bon en maths. Et quand je suis arrivé en terminale je me suis rendu compte que les élèves qui étaient bons en mathématiques ne suivaient pas des procédures, ne suivaient pas des étapes. Ils visualisaient déjà, les problèmes et c'est cette capacité de visualisation que vous préparez sur le temps long. Donc c'est un effort à faire et c'est bien d'en avoir conscience parce que c'est, effectivement dans une année déjà bien chargée en mathématiques où il y a 5 heures, d'enseignement, par semaine, mais vous faites ça pour le bien et alors du coup vos collègues de CM1 et de CM2, seront, ravis et vous remercieront, chaleureusement. J'avance pour, montrer jusqu'à où on peut aller justement avec ces fameux, modèles en barre au CM1 et au CM2. Ici, on a Nina, on est au CE2, hein, à 72 cailloux. Elle a ramassé 9 fois plus de cailloux que Gaël. Combien de cailloux Nina a-t-elle de plus que Gaël? Alors vous voyez qu'ici, c'est un peu piégeux quand même. Donc ici, le modèle en barre va nous permettre de comprendre la notion de 9 fois plus, 9 fois moins, de grandeur relative, puis proportionnelle. On voit bien ici que on peut compter le nombre total de parts. On a les 9 parts de Nina et on a la 10e part de Gaël. On pourrait poser la question: combien Nina et Gaël ont-elles de cailloux en tout? Ici, on va calculer la valeur d'une part. On a également, les parts égales d'un tout et comparaison et c'est typiquement le genre de problèmes qui vont commencer à devenir intéressants. Maël a pris 24 photos, Adèle a pris 3 photos de plus que Maël. Combien de photos les 2 enfants ont-ils pris en tout? Prises en tout et c'est le même que le précédent, hein, c'est la question que je posais. On peut se alors et là, vous voyez que même au CE2, on rappelle aux enfants explicitement la procédure pour la résolution de problèmes. On va comprendre qu'ont fait Maël et Adèle, qui a pris le plus de photos, que dois-je trouver? Je dessine un modèle en barre, une unité égale 24, le nombre total d'unités divisé par 4, je multiplie pour trouver le tout. Le nombre total d'unités, pardon, c'est 4, je multiplie pour trouver le tout.
Idriss a acheté 3 concombres et un ananas pour 4,5 €. L'ananas coûte 1,50 €. Combien coûte chaque concombre? Voilà, pareil, là, tout d'un coup, on s'arrache les cheveux, mais alors, on a besoin de faire un schéma, on a besoin de se représenter. Vous voyez que l'abstraction, le fait de lire un énoncé demande de se représenter la situation mathématique. Et avec les barres, ça devient amusant parce qu'on peut faire un schéma. Alors, ici, on va ajouter on va bien sûr écrire la phrase réponse. Chaque concombre coûte on ne sait pas combien d'euros. Et qu'est-ce que nous cherchons également? Nous cherchons un prix. Donc, cela va être de l'argent. On connaît le prix des concombres. On connaît le prix de l'ananas. On a un ananas, on a 3 concombres. Ici, on va représenter les 3 concombres. On va représenter l'ananas. On relit l'énoncé. On le légende. L'énoncé nous dit qu'il y a eu 3 concombres. Donc, on va diviser la barre des concombres en 3. L'énoncé nous dit que l'ensemble coûtait 4,5 €. Donc ici, on va mettre à droite la somme totale. L'énoncé nous dit quoi d'autre? Que l'ananas coûte 1,50 €. Donc ici, on va mettre la somme de l'ananas. Alors, comment est-ce qu'on va trouver le prix d'un concombre? Eh bien, ici, on voit qu'on peut, en faisant 4,5 € moins 1,50 €, trouver la valeur des 3 concombres. Et une fois qu'on a la valeur des 3 concombres, il suffit de diviser par 3. Donc 4,5 € moins 1,50 € égale 2,55 et 2,55 divisé par 3 égale 0,85. Vous voyez qu'ici, on commence à arriver sur un raisonnement déjà un peu plus fourni. Et ça, c'est mon préféré. Donc, enfin, c'est mon préféré, c'est celui que j'aime bien prendre en exemple. Donc je vous laisse le lire. Gaspard a payé 88,20 € pour 23 crayons et 18 classeurs, tous identiques. Le prix d'un crayon et d'un classeur est de 4,65 €. Combien coûte un crayon? Alors là, si vous êtes professeur au CM2 et que vous utilisez la méthode de Singapour et que vous avez des parents inquiets qui viennent, vous voir, en disant: «Mais c'est quoi la méthode de Singapour, les modèles en barre? Moi, j'ai jamais fait ça» et cetera, et que, vous voulez les convaincre, de l'efficacité de cette méthode, prenez ce problème en exemple. Et vous allez voir qu'en fait, on devient tous des petits enfants, on s'amuse à faire des mathématiques. Je je pourrais vous laisser un peu de temps pour le résoudre. En tout cas, moi, si je ne connaissais pas la méthode de Singapour, voilà comment je le résolverais. Je vais vous prendre la slide d'après. Je prendrais soit X le prix d'un crayon, soit Y le prix d'un classeur. C'est évidemment pas ce que je vais vous proposer de faire au CM2, hein, mais s'il n'y avait pas le modèle en barre, voilà comment on le résolverait. On a 23x plus 18y égale 88,20 €, x plus y égale 0,65 et paf, on est parti sur des équations. Mais vous voyez bien qu'ici, on est au niveau 4e ou 3e. Donc, avec le modèle en barre, voilà ce à quoi on arrive. On va modéliser les situations. Gaspard, le prix d'un crayon et d'un classeur est de 4,65 €, donc on va faire sur une seule barre le prix d'un crayon et d'un classeur. Gaspard a payé 88,20 € pour 23 crayons, donc on ne va pas dessiner les 23 crayons, mais donc on va laisser des petits traits ici pour modéliser les 18 classeurs et les 18 crayons qui vont ensemble, et on peut ici visualiser les 23 crayons, pardon, les 5 crayons qui sont en plus. Et donc ici, on va avoir un vrai raisonnement mathématique. Si on fait 23 moins 18, on a bien les 5 crayons. On peut calculer la somme de toutes les paires de crayons et de classeurs. Donc on a 18 fois 4,65 € égale 83,7. Donc c'est tout le premier bloc qui va faire 83,7. Il ne reste plus qu'à soustraire 88,20 € moins 83,7 et on a le prix des 5 crayons, 4,50 €. Et ensuite, on va diviser par 5 pour avoir le prix d'un crayon. Vous voyez qu'ici, on a un raisonnement parfaitement élaboré. Vous voyez bien aussi que ça ne se fait pas en un jour, c'est-à-dire que les élèves qui y parviennent, c'est parce qu'ils ont pu, dès le CP ou CE1, préparer
cette ritualisation des problèmes. Je ne vais pas m'attarder ici, puisqu'on arrive bientôt à la fin du temps prévu. Je ne vais pas m'attarder sur les fractions, car c'est l'objet d'un prochain webinaire où j'aborderai la façon dont les modèles en barre sont pertinents avec notamment les fractions. Mais vous voyez qu'ici, on est au CE1 et qu'on va représenter une barre qui mesure un tout, une demi-barre, c'est la moitié et c'est 1/2. Un quart, on va séparer la barre en 4 pour faire des quarts. On va séparer la barre en 8 pour faire des huitièmes. Et ça va permettre aux élèves de comprendre les fractions équivalentes, à savoir que, alors on le voit mieux ici sur le schéma, que 2 huitièmes égale un quart, que 2 quarts égale un demi, etc. Et on est bien toujours sur cette représentation en barre. Ça va permettre d'ordonner les fractions de la plus grande à la plus petite, en permettant aux enfants de comprendre que, 1/5 c'est égal à 2/10, que donc 3/5 est plus grand que 3/10, mais aussi 3/6. Si on divise une barre en 6, et chaque part est plus petite que si on la divise en 5, et cetera, et cetera. Et bon, c'est très riche sur les fractions et aussi énormément de choses à expliquer, mais ça sera l'objet d'un prochain webinaire. Pour conclure, je voudrais juste vous rappeler quelques petits conseils. Alors, au CE1 et au CE2, je l'ai dit tout à l'heure, hein, considérez le modèle en part comme un apprentissage supplémentaire. C'est du temps en plus, mais ce n'est pas du temps perdu. C'est du temps perdu, ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné sur enfin, c'est du temps qui va permettre à vos élèves de progresser. C'est du temps gagné pour résoudre des problèmes au CE2, CM1, CM2. Comme je l'ai dit également, attendez le CE2 pour demander aux élèves de dessiner les schémas. Vous pouvez, en fonction de votre classe, en fonction de etc., commencer au CE1, mais il ne faut pas sous-estimer les difficultés pour des enfants qu'il y a à dessiner les schémas. Ensuite, voilà, moi je suis allé à Washington observer une classe de Singapour qui utilisait, une classe, américaine qui utilisait la méthode de Singapour. Il faut avoir conscience que la méthode, la résolution de problèmes avec des modèles en barre, une fois qu'on l'a, ça devient un exercice extrêmement amusant. Donc à Washington, les élèves, leur tâche, c'était de résoudre plein de problèmes. Les uns le faisaient avec des cubes, les autres le faisaient avec des Lego, les autres le faisaient avec du papier à carreaux, les autres le faisaient avec des iPads, mais ils étaient tous en train de résoudre des problèmes. Donc ritualisez la résolution de problèmes, verbalisez, posez-vous des questions à voix haute, trompez-vous, faites semblant de vous tromper, demandez aux élèves de vous corriger. Essayez d'avoir une culture de l'erreur qui permette aux élèves de toujours proposer différentes façons de résoudre des problèmes, qu'ils n'aient pas peur de se tromper, une culture de la parole. Et ça, c'est ça que vous voulez installer comme ambiance dans votre classe pour que cet outil devienne un jeu. Utiliser du papier à carreaux, alors c'est un détail, hein, mais c'est assez important, notamment au début de l'apprentissage, pour que les élèves puissent être aidés dans leur tracé. Si possible, vous pouvez aussi utiliser des couleurs, hein, parce que ça fait des schémas qui sont jolis, toujours, hein, au début des apprentissages. Vous pouvez avoir un cahier de problèmes, ou non, pas un cahier de problèmes, parce que ça donne pas très envie, mais plutôt un cahier de solutions ou un cahier de problèmes résolus. Et puis cocher les informations alors je l'ai déjà dit, je le rappelle, cocher les informations de l'énoncé au fur et à mesure que vous légendez le schéma. Hem, Poser des questions supplémentaires à partir du schéma. Et puis, une fois que les élèves ont compris qu'il y avait un certain nombre et puis que vous-même, vous vous êtes, habitués à comprendre les différents modèles, inventez des problèmes personnalisés pour votre classe, en fonction des situations de votre classe, en fonction du nombre de chaises ou de bureaux ou de fenêtres dans votre classe, et cetera. Vous pouvez aussi travailler à rebours, c'est inventer un énoncé à partir d'un schéma. Ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que vous allez montrer un schéma aux enfants et leur demander d'inventer un énoncé. Vous pouvez également, et ça, on le fait, aussi dans les fichiers, des schémas qui sont légendés, mais pas entièrement, qui sont quand même des aides. Donc vous prenez les élèves par la main. Voilà quelques, conseils concrets. Heu, J'espère qu'ils vous ont été utiles. Une dernière remarque avant de passer à vos questions. Hem, je vous encourage, si vous voulez en savoir plus sur
le modèle en barre, y compris pour ceux d'entre vous qui ne se lancent pas dans la méthode de Singapour, mais qui veulent quand même, ou qui ne se lancent pas encore dans la méthode de Singapour, mais qui souhaitent quand même approfondir leur compréhension des modèles en barre. On a publié une collection très très astucieuse de petits manuels scolaires, des problèmes résolus, où vous avez du CE1 à la sixième, en progression de difficulté, par typologie de problème, heu, plein de problèmes, et vous avez toujours sur la page de gauche, heu, un problème résolu avec les 4 étapes que vous retrouvez: comprendre, représenter, calculer, répondre. Ici, le problème tel qu'il est représenté en bas à gauche, et ensuite, sur la page de droite, des problèmes miroirs d'entraînement. J'ajoute également une dernière remarque que j'aurais pu faire plus tôt, mais qui va de soi quand même, c'est que, j'ai dit que les modèles en barre pouvaient, aider à résoudre, on va dire 90 des problèmes de l'école primaire, mais pas 100. Il y a des problèmes qui ne peuvent pas se résoudre avec les modèles en barre, et donc ces problèmes, qu'il s'agisse d'essais ou d'erreurs ou de raisonnement ou d'heuristiques et cetera, ils sont également compris dans la méthode de Singapour. Je vais pas trop insister dessus parce que c'est pas si là, ce n'est pas ce qui est le plus original. C'est simplement d'encourager les élèves à réfléchir, même quand ils n'ont pas d'outils particuliers. Mais notamment dans notre dernière édition du CE1 et du CE2, vous avez très régulièrement des énigmes qui ne se résolvent pas avec des problèmes en barre, avec des modèles en barre. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je laisse ici les dates des prochains webinaires, et puis je vais prendre connaissance des questions que vous avez envoyées. Alors, à quel moment les élèves réalisent-ils entièrement les schémas par eux-mêmes? Donc c'est, la méthode de Singapour, je vais essayer de répondre le plus clairement possible. Dans la méthode de Singapour elle-même, ça n'est pas forcément indiqué. C'est-à-dire que vous avez, à un moment donné, on introduit le modèle en barre au CE1, dans le premier semestre de CE1, et puis après ça, il y a des problèmes. Et donc, vous pourriez décider de faire modéliser les modèles en barre par les élèves, mais mais moi, je conseille plutôt, et docteur Monica Nigoy aussi recommande plutôt que ça soit au CE2. Donc c'est entre la fin du CE1 et le CE2, si vous voulez. Je pense qu'il y a aussi pareil, ça dépend des élèves, leur capacité à utiliser une règle, à écrire proprement dans un espace restreint, et cetera. C'est quand même beaucoup de prérequis. On me pose une question très intéressante qui est, quel affichage pérenne réaliser? Donc c'est-à-dire effectivement hem, dans la présentation que je vous ai faite, vous avez vu qu'il y a 4 modèles de schéma. Je vais peut-être la repartager pour que vous voyez de quoi je parle. Ici, on a ces 4 modèles de schéma que je reprends, hop. Ça fait un bel affichage de classe. Attention, ça fait un bel affichage de classe pour, le CM1 et le CM2, parce que ça permet de représenter l'ensemble des situations. Mais si vous avez, par exemple, si vous êtes à un moment au CE1, vous pouvez avoir cet affichage de classe-là. Hem, donc, en fait, l'idée, c'est quand même de rappeler aux enfants, quand je cherche une partie, je soustrais, quand je cherche le tout, j'additionne pour, les modèles partie tout, et quand il s'agit des parts égales d'un tout, quand je cherche le tout, je multiplie, quand je cherche une partie, je divise. Oui, on me repose aussi la question de savoir, heu, s'il y a beaucoup de problèmes non standards. Donc, effectivement, comme je le disais, il y a beaucoup, d'énigmes proposées au cycle 2, dans notre nouvelle édition, et aussi au CM1, CM2. Hem, et également dans la collection des petits devoirs que je vous ai présentés, il y a un
toute une partie qui est destinée aux problèmes non standards. D'ailleurs, ici, j'en ai un sur moi. Je vais vous montrer de quoi il s'agit en réalité, hein, les problèmes non standards. Et ici, cet ouvrage-là, on est au CM1. Voilà, nous, on a appelé ça les problèmes atypiques, qui effectivement ont comme particularité de ne pas avoir de méthode tout écrite, contrairement aux modèles en barre qui sont très rassurants. Ici, dans les problèmes atypiques, vous allez voir par exemple les carrés magiques, les pyramides. On va voir, je ne sais pas si vous le voyez bien, euh, on va devoir déduire la règle en fonction de- des informations données pour pouvoir le compléter. On va avoir également un restaurant propose un menu avec un choix entre 4 entrées et 3 desserts. Combien de menus peut-on composer? Et là, ça va obliger les enfants à raisonner. Certains vont essayer de le faire dans leur tête, et puis d'autres vont devoir représenter, faire des arborescences pour essayer de se représenter quelles sont toutes les différentes possibilités, etc., etc. Je constate, sauf erreur de ma part, qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, quel livre utiliser pour donner des devoirs à faire à la maison? Eh bien, j'aurais, tendance à dire, bah, tout simplement il y a, les petits devoirs problèmes résolus, mais qui sont un peu, qui sont vraiment pour un usage scolaire. Sinon, on a les collections parascolaires de Singapour, hein, qui sont destinées aux parents. Hem Pour les parts égales d'un tout avec de très nombreuses parts, on ne pourra pas tracer toutes les parts. Quel schéma? Alors, oui, c'est une bonne question. C'est ce que alors, parce que j'ai pas pu rentrer dans le détail de tous les schémas, mais à partir de fin CM1, CM2, on va faire l'usage des pointillés. Donc je ne sais pas si vous je vais reprendre quand même le dernier schéma, le dernier problème que, je vous avais montré avec, les classeurs et les crayons. Hop, ici vous voyez, heu, ici, vous voyez qu'ici on utilise des pointillés pour indiquer, y compris des barres manquantes. Donc les pointillés vont être utilisés de plus en plus souvent, notamment au CM2, pour, représenter, des quantités trop nombreuses ou manquantes, ou même pour ajuster des raisonnements. Hem, dans la collection des petits devoirs, on a même introduit une flèche horizontale qui permet de, compter le nombre de parts indépendamment de la quantité totale. Donc voilà, il y a plusieurs astuces qui sont modèles en barre, par, les élèves, mais, mais moi je conseille plutôt et docteur Monica Nigoy aussi recommande plutôt que ça soit au CE2. Donc c'est entre la fin du CE1 et le CE2 si vous voulez. Je pense qu'il y a aussi pareil, ça dépend des élèves, leur capacité à utiliser une règle, à écrire proprement dans un espace restreint, et cetera. C'est quand même beaucoup de prérequis. On me pose la question, une question très intéressante qui est, quel affichage pérenne réaliser? Donc c'est-à-dire effectivement hem, dans la présentation que je vous ai faite, vous avez vu qu'il y a 4 modèles de schéma. Je vais peut-être la repartager pour que vous voyez de quoi je parle, que je reprends, hop. Ça fait un bel affichage de classe. Attention, ça fait un bel affichage de classe pour, le CM1 et le CM2, parce que ça permet de représenter l'ensemble des situations. Mais si vous avez, par exemple, si vous êtes simplement au CE1, vous pouvez avoir cet affichage de classe-là. Hem, donc, en fait, l'idée, c'est quand même de rappeler aux enfants, quand je cherche une partie, je soustrais, quand je cherche le tout, j'additionne pour, les modèles partie tout
Et quand il s'agit des parts égales d'un tout, quand je cherche le tout, je multiplie. Quand je cherche une partie, je divise. Oui, on me repose aussi la question de savoir euh, s'il y a beaucoup de problèmes non standards. Donc, effectivement, comme je le disais, il y a beaucoup d'énigmes proposées au cycle 2 dans notre nouvelle édition et aussi au CM1, CM2. Et également dans la collection des petits devoirs que je vous ai présentés, il y a un, toute une partie qui est destinée aux problèmes non standards. D'ailleurs, ici, j'en ai un sur moi. Je vais vous montrer de quoi il s'agit en réalité, hein, les problèmes non standards. Euh, oui, ici, cet ouvrage-là, on est au CM1. Voilà, nous, on a appelé ça les problèmes atypiques, qui effectivement ont comme particularité de ne pas avoir de méthode tout écrite, contrairement aux modèles en barre qui sont très rassurants. Ici, dans les problèmes atypiques, vous allez avoir par exemple les carrés magiques, les pyramides. On va voir, je ne sais pas si vous voyez bien, euh, on va devoir déduire la règle en fonction de- des informations données pour pouvoir le compléter. On va avoir également un restaurant propose un menu avec un choix entre 4 entrées et 3 desserts. Combien de menus peut-on composer? Et là, ça va obliger les enfants à raisonner. Alors, certains vont essayer de le faire dans leur tête, et puis d'autres vont devoir représenter, faire des arborescences pour essayer de se représenter quelles sont toutes les différentes possibilités, etc., etc. Je constate, sauf erreur de ma part, qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, quel livre utiliser pour donner des devoirs à faire à la maison? Eh bien, j'aurais tendance à dire bah, tout simplement il y a les petits devoirs problèmes résolus, mais qui sont un peu qui sont vraiment pour un usage scolaire. Sinon, on a les collections parascolaires de Singapour, hein, qui sont destinées aux parents. Euh, pour les parts égales d'un tout avec de très nombreuses parts, on ne pourra pas tracer toutes les parts. Quel schéma? Alors, oui, c'est une bonne question. C'est ce que alors, parce que j'ai pas pu rentrer dans le détail de tous les schémas, mais à partir de fin CM1, CM2, on va faire l'usage des pointillés. Donc je ne sais pas si vous je vais reprendre quand même le dernier schéma, le dernier problème que, je vous avais montré avec, les classeurs et les crayons. Hop, ici, vous voyez, heu, ici. Vous voyez qu'ici, on utilise des pointillés pour indiquer, y compris des barres manquantes. Donc, les pointillés vont être utilisés de plus en plus souvent, notamment au CM2, euh, pour représenter des quantités trop nombreuses ou manquantes, ou même pour ajuster des raisonnements. Euh, dans la collection des petits devoirs, on a même introduit une flèche horizontale qui permet de compter le nombre de parts indépendamment de la quantité totale. Donc voilà, il y a plusieurs astuces qui sont proposées à chaque fois euh, dans la méthode de Singapour. Problème abordé en fin d'unité, est-ce suffisant? Ah oui, bah, c'est excellente question. Ça me permet d'abord de dire quelque chose que je n'avais pas dit jusqu'à présent. Euh, En fait, la particularité de la méthode de Singapour, c'est effectivement que, comme je l'avais dit au précédent webinaire, on a une approche concentrée, on a une approche par notion, où on va aborder une notion sur un temps long. Et en fait, au fur et à mesure, à la fin de chaque unité, on va avoir une, deux, trois séances de résolution de problèmes, ce qui va permettre de mettre en application dans le cadre de la résolution de problèmes euh, euh, les, euh, les différentes notions enseignées que ce soit sur des unités qui concernent les mesures, les masses, les litres ou la durée, etc.
Donc effectivement, alors ça ne répond pas exactement à votre question. Problème abordé en fin d'unité, est-ce suffisant? Alors, moi je suis personnellement, un petit peu étonné, parce que j'ai entendu à plusieurs reprises des professeurs me dire qu'il n'y avait pas assez de problèmes dans la méthode de Singapour. Mais ça me paraît vraiment très, très étonnant. Alors peut-être que ce sont des professeurs de cycle 2 et comme vous le voyez au cycle 2, on est quand même d'abord concentré sur le fait d'enseigner, toutes les fondamentaux qui vont permettre ensuite de faire un bon usage du modèle en barre. Mais quand on est au CM1 et CM2, on a, énormément de problèmes. Je précise que, pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient plus à l'esprit, on a, en plus des manuels, les cahiers d'exercices dans lesquels il y a des problèmes. Et bon, et ben, si malgré tout, ça ne suffit pas, je vous ai présenté également, la collection des petits problèmes résolus. Et c'est vrai qu'on a cette démarche systématique à Singapour de dire: «On va faire de la numération en début d'année» et ça va nous permettre de se remémorer la valeur de position et d'apprendre les millions, les milliards et cetera. Et ben, une fois qu'on a fait ça, on fait des problèmes. Ensuite, on va aborder, les opérations et puis une fois qu'on a fait les opérations, on refait des problèmes. Ensuite, on va aborder les mesures et puis une fois qu'on a fait les mesures, on fait des problèmes et cetera. Donc les problèmes sont, utilisés pour chaque notion. J'espère avoir répondu à la question. Alors, quelqu'un me demande: «Et si on parle de modèle en barre ou de modèle en part?» Heu, j'avais jamais pensé à ça. Bah, on parle de modèle en barre parce que ce sont des barres. Les modèles en part, c'est plutôt quand on divise le modèle en parts égales. Bon, tout ça, c'est une question de terminologie, mais bon, voilà, le modèle c'est pas très joli d'ailleurs comme expression modèle en barre, mais c'est celle qui semble, la la meilleure. Hem Alors, pourquoi les livrets problèmes résolus n'existent-ils pas pour les CP? Comme je l'ai expliqué, parce que, le modèle en barre n'est introduit, qu'au CE1. Hem, que pour le CP, dans la méthode de Singapour, c pareil, hein, c'est un choix, didactique des concepteurs de la méthode. Les problèmes, occupent très peu de place, ils sont tout juste à la fin de l'année. En fait, l'idée de base, c'est quoi? C'est de dire que un problème, c'est un problème. C'est-à-dire que c'est compliqué, c'est difficile. On passe d'une abstraction, celle de l'écriture, que les enfants finissent de maîtriser, dans le deuxième semestre, enfin, comment dire? Maîtrise à la fin du CP, on va dire. Heu et en plus, on sait que même quand ils savent lire, bien à la fin du CP, il faut quand même, une capacité de compréhension, d'abstraction. Je lis un énoncé, il faut que je me représente ce que ça signifie. Donc le problème, ce que les Américains appellent le word problem, le problème qui est posé sous forme de mots, ça demande aux élèves capacité de lecture, capacité de compréhension, capacité de représentation et ensuite il faut, que ces représentations donnent lieu à une situation mathématique, le choix d'une opération, nouvelle abstraction, celle des chiffres, et des symboles et ensuite on a le résultat. Donc évidemment, quand on pose des problèmes faciles aux élèves de CP, ils le résolvent et puis ils peuvent même le résoudre de tête sans avoir passé par toutes ces abstractions. Mais le choix qui a été fait à Singapour, c'est vraiment de de prendre très au sérieux cette difficulté conceptuelle, en installant lentement et sûrement, des fondamentaux hyper solides sur la numération, sur les histoires de nombres, sur le lien entre les nombres, sur le fait de modéliser des situations avec des cubes, d'installer la ligne numérique pour pouvoir compter à gauche quand on soustrait, compter à droite quand on additionne et cetera. Beaucoup, beaucoup de mécanismes, avant d'aller à ce que nous, on appelle des problèmes. Donc ça, c'est vrai que ceux d'entre vous qui disent qu'il n'y a pas assez de problèmes dans la méthode de Singapour, si vous êtes au CP, oui, je suis d'accord avec vous, il y en a moins que ce qui est habituel en France. Mais c'est un choix didactique. Donc ça, c'est important de comprendre pourquoi. Hem, alors, quelqu'un me demande de remettre les, pages des les dates des prochains webinaires. Je vais le faire, mais peut-être je vais finir de lire les nouvelles questions qui se sont ajoutées. Pareil, question technique, peut-on avoir en gros, tous ceux d'entre vous qui se sont inscrits, recevront, le lien de la formation. Hem
Et peut-être que si vous ne vous étiez pas inscrit au premier webinaire, effectivement, on n'a pas encore mis les webinaires sur YouTube. On va attendre un petit peu, euh, mais on va essayer de traiter vos demandes les unes après les autres. Euh, alors, j'ai des élèves en CAP. Puis-je utiliser cette méthode même s'ils ne la connaissent pas? Existe-t-il une édition de livre adaptée à ce profil d'élève? Euh, la question. Alors, à ma connaissance, non, il n'y a pas de livre qui soit adapté à ce profil d'élève. Euh, J'aurais du mal à vous donner une réponse très convaincante parce que c'est un peu comme tout, si vous voulez. Euh, Si vous considérez que les élèves ont accumulé un retard en mathématiques, oui, le modèle en barre, parce qu'il est plus concret, parce qu'il est plus ludique, parce qu'il est plus visuel, peut être un outil. Mais dans ces cas-là, c'est un peu à vous de faire votre progression et de voir comment est-ce que vous leur présentez les choses au fur et à mesure. Ils ont évidemment une capacité d'abstraction qui est beaucoup plus grande que des élèves plus jeunes, même s'ils ont des capacités en mathématiques insuffisantes. En tout cas, c'est une béquille, mais c'est à réfléchir. Il faudrait peut-être réfléchir à des publications spéciales. Je repartage, je vois pas de nouvelles Q&R. Est-ce que dans la conversation, j'ai des questions? Je ne l'ai pas non plus. Donc, je vous propose de m'arrêter là. D'ailleurs, il est 31 et je vais simplement partager une dernière fois les dates du webinaire. Mais vous les trouvez évidemment sur notre site, hein, les dates des prochains webinaires. Hop, je fais ce partage. Et je vous propose de nous arrêter là. Je vous laisse juste 30 secondes pour regarder ces dernières dates. Le 13 mars, ça sera la numération. On parlera de beaucoup de manipulation et des bons outils pour manipuler. Et de la progression spiralaire d'une année sur l'autre. Les fractions, puisque c'est la principale originalité hein, et qui sera en application à la rentrée prochaine, donc on va faire les fractions au CE1. J'ai fait exprès de mettre des fractions du CP au CM2 parce qu'il y a une légère introduction qui est faite au CP, mais comment est-ce qu'on introduit les fractions, etc. Le mercredi 15 mai, on aura un webinaire spécial sur la méthode de Singapour en maternelle, parce qu'évidemment, il y a quand même beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Et le 13 juin, les mesures et la géométrie, ça sera peut-être un peu dense comme webinaire, parce il y a beaucoup de choses à dire sur les mesures et la géométrie. Mais en même temps, vous n'allez pas faire des webinaires en juillet, sauf si vous me le demandez. Et dans ces cas-là, je prendrai en compte vos demandes. N'hésitez pas à nous écrire, etc., à solliciter des sujets différents, des webinaires supplémentaires, à savoir si vous voulez qu'on continue pendant les grandes vacances ou si on continue en septembre, etc. En tout cas, nous, on est toujours preneurs de vos suggestions. Je précise aussi que si par ailleurs, si par hasard, j'ai oublié de répondre à des questions, ça m'est arrivé la dernière fois, je réponds par la suite par mail. Sous les 8 prochains jours. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie à nouveau pour votre temps, pour votre attention et pour votre présence. Au revoir.